Bonjour et bienvenue dans cette émission du 10 juin 2024 de cette Web TV sur laquelle je vous propose une information franche et directe, sans concession ni tabou, accessible, honnête et sourcée, en vous rappelant que grâce à mes abonnés et donateurs, je suis entièrement indépendant et donc libre de mes propos. Le mois de juin 2024 est le mois du renouvellement de mon appel à soutien sur cette chaîne. Si vous appréciez ces contenus, n'hésitez pas à vous abonner à partir de 1 € par mois ou effectuer une donation de votre choix pour que nous puissions continuer notre action d'information libre, cohérente, honnête, loyale, pour faire connaître les réalités qui comptent à la population. Donc, comme promis, je vais aborder cette semaine une nouvelle série autour des sujets qui fâchent. Série thématique, mais il nous faut revenir tout d'abord très brièvement sur l'actualité. Donc, vous savez que nous avons eu une très belle campagne électorale, puis que le peuple a voté, même si on sait que ça ne sert à rien. Et puis, comme le relève Christine Coton, le cinéma pour les moutons continue. Donc après le score historique et totalement inattendu du Rassemblement national, Macron a annoncé la dissolution de l'Assemblée nationale. Alors évidemment, coup de tonnerre, coup de poker dans la presse unanime, dont Béatrice Rosen souligne avec un brin d'ironie qu'il convient de célébrer leur originalité, leur indépendance, leur point de vue si différent. Alors évidemment, mon propos n'est pas de vous informer de l'actualité, il y a plein de canaux déjà fort utiles à ce sujet, mais peut-être de placer l'actualité dans une perspective plus large et en rappelant au passage qu'il est utile de lire Les Visionnaires, en l'occurrence la transfiguration du politique de Michel Maffezoli, qui permet effectivement d'élargir à très grande échelle notre champ de vision et voir comment les péripéties de ces élections s'y situent. Alors bien sûr, ça n'est une surprise que pour les abrutis ou ceux qui feignent d'avoir été surpris. Comme l'a relevé Amélie Ismaili, la dissolution était en réalité prévue depuis très longtemps. Macron l'avait envisagée même avant la réélection de 2022. Il attendait la bonne occasion, ou il a créé la bonne occasion. Cela va lui permettre de détruire ce qui reste de pluralité dans ce pays et avancer un peu plus dans le fascisme, dans ce qu'effectivement, c'est une expression que je reprends d'un auteur extrêmement intéressant mais qui tient à sa discrétion, a appelé le globalo-fascisme, et qui décrit de manière splendide le projet par lequel a été capté l'ensemble de la classe politique dite raisonnable, ne laissant en réalité qu'à ceux qualifiés d'extrêmes, mais nous verrons voilà le petit brin de recul qu'il faut prendre avec ce genre d'énonciation, le soin de fonctionner comme épouvantail. De mon point de vue, bien sûr aussi, tout était pipé. Si vous choisissez Valérie Hayer comme tête de liste, ne me faites pas croire que vous avez comme intention de réaliser un bon résultat. Je veux dire, là, effectivement, ils ont pris l'habitude de nous prendre pour des cons, mais il y a quand même des limites à l'exercice. Donc, la défaite était l'objectif, elle a été assurée, première étape franchie, merci Madame Hayer. Service rendu à la Macronie, la dissolution est la deuxième étape, donc la question suivante c'est quoi ? Et au bon tweet français, évidemment avec son langage un peu rabelaisien, qui me choque autant que vous, a dit « Ne vous faites pas avoir avec Macron, une dissolution, c'est forcément une grosse... » Forcément. Ah oui, ça, forcément. Péonia, dans un langage plus féminin, plus raffiné, dans sa perversité sans limite, en optant pour la dissolution de l'Assemblée nationale, Macron a sans doute un plan qui n'a rien à voir avec l'intérêt de la France. Diagnostic partagé, penchons-nous sur... Quel projet pourrait-il avoir en tête? Alors Bertrand Scholler a fait une très intéressante remarque, parce qu'effectivement il y a l'écume des choses, et puis il y a la réalité des vagues et la structure des lignes de force. Et M. Scholler relève, si ces élections étaient un référendum pour la guerre contre la Russie et l'autorisation de génocide pour Israël à Gaza, eh bien à ce moment-là, ça veut dire malgré tout que la France a voté 85% en faveur de ces projets effectivement soutenus par tous les partis qui ont rallié les suffrages. Si vous pensez que Macron a perdu ce soir, enchaîne M. Scholler, vous n'avez rien compris. Voilà, réfléchissez au résultat. Il a exactement ce qu'il voulait, un alignement complet à tous les aspects importants de sa politique. Alors évidemment, il y a une défaite sur la forme. Mais peut-être faut-il dépasser le mur des apparences.
Alors je me délecte, comme bien d'autres, des commentaires de Béatrice Rosen. Rappelons qu'elle est chroniqueuse, elle est influenceuse, elle est comédienne. Donc toute qualité qui lui vaudrait naturellement un regard hautain et dédaigneux de la part de l'intelligentsia parisienne. En attendant, ses analyses de la situation sont infiniment meilleures que tous les politologues et géopolitologues de plateau qui se succèdent sous les sunlights des différentes chaînes de télévision. Donc voilà, je la suis très attentivement et elle résume toujours fort bien les choses. En l'occurrence, n'oubliez pas qu'il connaissait les sondages, bien sûr, ça, de nouveau, ça n'est une surprise que pour les abrutis ou ceux qui feignent d'être surpris. N'oubliez pas qu'il a fait ça juste avant les Jeux Olympiques, alors qu'il aurait pu attendre septembre, en toute bonne logique, avec en plus la pause estivale en France, dont on sait qu'elle est sacrée, entre les juilletistes et les haussiens. N'oubliez pas les conflits internationaux et leurs importations en France qui tendent la société, certes. N'oubliez pas le mois où le chaos, ce n'était pas un constat mais un chantage. N'oubliez pas la destruction avancée du pays pendant 7 ans. Aucune décision n'a été pour le bien du pays et cela ne commence pas maintenant. N'oubliez pas que disrupté et sidéré par la peur est son mode de gouvernance. Il se nourrit de cela. Oui, c'est aussi le modus operandi du totalitarisme. Je rends hommage à Ariane Biran qui a porté à notre connaissance cette réalité et bien d'autres, ainsi que celle que... la finalité ultime de tout déferlement totalitaire, c'est la guerre. Et donc Macron et les gens dont il sert les intérêts ont comme obsession obvie, et il faut le savoir, comme finalité ultime, ils feront tout pour aller jusque-là, de nous conduire dans la guerre. Alors, ceci posé, Béatrice Rosen affine le diagnostic. Ce que je pense que Macron pense, hypothèse 1, nommer Bardella après les législatives, qu'il y ait du chaos juste avant les Jeux Olympiques, envenimer la situation en Ukraine, s'accorder les pleins pouvoirs en invoquant les Jeux Olympiques et que l'ordre doit être rétabli pour cet événement. Ce n'est qu'une hypothèse évidemment, mais je les crois capables de tout. Alors qu'ils soient capables de tout, ils l'ont déjà montré, hélas. Marceau, qui est un scientifique de très haut vol, qui a sagement gardé son identité cachée, mais je vous promets qu'il est au sommet du sommet du sommet de la production scientifique mondiale, nous avait régalé avec ses analyses au cours de la crise Covid. Voilà, quand on sait réfléchir, cela peut être transposé à différents domaines. Timing parfait, avant les JO, Bardella Premier ministre, série d'attentats pendant les JO. Ça, on a un ensemble d'informateurs, dont le général Michael Flynn aux États-Unis, qui nous dit « Attention, il va y avoir des attaques sous faux drapeau pendant les Jeux Olympiques pour faire flamber la situation et justifier une déclaration de guerre à la Russie, durcissement de la société de contrôle, identité numérique garantie à la rentrée, les consommables compatibles sont déployés, une dissolution si rapide et bien anticipée, tout était préparé. » Et c'est là où, évidemment, il convient de rester extrêmement lucide quant à la situation, et notamment ne pas imaginer une seconde que le Rassemblement national et les formes macroniennes de la droite traditionnelle, de la gauche post-socialiste, c'est-à-dire qui a à sa tête aujourd'hui un ex-employé de la CIA, enfin il l'est probablement encore. Et donc opposer le Rassemblement national à ces formes politiques serait une erreur d'optique absolument phénoménale, d'autant plus que le Rassemblement national n'a aucune des dispositions dans son projet qui s'opposeraient à l'agenda globalo-fasciste. Et donc, voilà, c'est les deux faces d'une même pièce. Cela avait commencé avec Mitterrand qui avait instrumentalisé, alors Jean-Marie Le Pen, qui lui était beaucoup plus sulfureux que sa fille Marine, pour s'assurer que le jeu politique soit totalement bloqué. Et donc actuellement, le Rassemblement national fait office d'épouvantail. Tout le monde va se mettre à lutter contre l'horrible extrême droite du Rassemblement national. Tous les crétins de gauche ont commencé. Mobilisons-nous contre l'extrême droite. Et pendant ce temps-là, l'agenda globalo-fasciste passe, surtout d'ailleurs, par la gauche. Et donc voilà, c'est vraiment... alors c'est une erreur de perspective, bien sûr, mais c'est bien plus que cela. C'est le fruit d'une ingénierie sociale méticuleuse, mise en œuvre avec une maestria, et bon, ils ont aussi des moyens tels que même si vous êtes mauvais, vous y arrivez quand même. Et voyez comment même de très grands intellectuels comme Edgar Morin se fait complètement leurrer dans cette affaire, avec cette profession de foi, mais fausse aujourd'hui. Le grand remplacement est celui des idées humanistes et émancipatrices par les idées suprémacistes et xénophobes,
Eh bien non. Le grand remplacement, c'est celui des idées normales, des idées démocratiques, ou en tout cas qui s'en approchent, par un agenda globalo-fasciste qui prétend lutter contre les formes suprémacistes et xénophobes pour s'imposer. Et donc, le piège est tendu, à peu près tout le monde tombe dedans. Donc revenons à la ventilation des hypothèses. Je rappelle que la pensée complexe, c'est regarder, envisager différentes hypothèses et chercher à pondérer leur probabilité ou leur plausibilité. Donc plan A, je remercie au bon tweet français pour cette infographie qui résume fort bien les choses. Ayer fait pas trop la conne, on limite la casse et je continue mon n'importe quoi. Mais bon, si c'était vraiment son plan, il n'aurait pas choisi Ayer. Plan B, Ayer foire, ça c'était acquis, je dissous et je récupère à la majorité ce que j'ai perdu à la proportionnelle. Pourquoi pas? Il est vrai que la peur d'un gouvernement du RN ou simplement d'une instabilité peut conduire à un réflexe de soutenir les rares qui, dans la République, soutiennent encore Macron. Enfin, c'est pas l'hypothèse la plus probable. Plan C, je dissous, Bardella gagne. Alors Bardella, rappelons-le quand même, hein, c'est quelqu'un qui n'a aucune expérience. Il est good looking, effectivement, charmant jeune homme un peu fringant, mais je veux dire, moi j'ai l'impression en voyant Bardella de voir l'irruption de la télé-réalité dans la politique. C'est Steve Duloft dont on dit qu'il va devenir Premier ministre. Bon, ça ne changera pas beaucoup de Gabriel Attal ou de ses journées aux affaires étrangères. Enfin, bon, alors, je dissous, Bardella gagne quand même, et de toute manière, il est contrôlé par les mondialistes, bien sûr, mais de surcroît, il endosse toutes les conséquences de la politique désastreuse mise en œuvre par Macron et ses différents gouvernements. Donc il est rendu responsable du cafouillage et après Macron peut se profiler comme étant un recours contre la gabegie que Bardella aurait mis. Et puis plan D, je déclare la guerre à la Russie, je me fais un petit article 16 et j'envoie chier tout le monde, je suis un génie. Et oui, parce que pendant les semaines où il n'y aura plus d'Assemblée nationale, par définition, nous sommes d'autant plus exposés à un coup d'État qui, en réalité, a déjà eu lieu. Je veux dire, Macron est un tyran. Il a déjà rassemblé dans ses mains le pouvoir judiciaire, le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. Et donc, voilà, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, si ce n'est que là, il n'a même plus à s'embarrasser des formes dès lors qu'il n'y a plus d'Assemblée nationale et qu'il y a un péril pesant sur la nation, à force de provoquer les Russes et de dire n'importe quoi, on va finir par y arriver. Effectivement, il a les coups des franches pour conduire la France à la guerre. Il a déjà suggéré à la population de se préparer au plus grand des sacrifices. Et quel sacrifice plus grand y a-t-il que d'envoyer nos enfants se faire massacrer au front, comme des centaines de milliers d'Ukrainiens ont été envoyés se faire massacrer alors qu'il y avait un projet de paix à bout touchant au mois d'avril 22, mis en échec par l'OTAN. Alors voilà, les élections législatives vont avoir lieu dans 3 jours ou à peu près. Alexis Poulain, avec sa finesse d'analyse, souligne que le 30 juin, personne n'aura le temps de faire campagne. C'est un calcul politique cynique, comme le fait systématiquement Macron. À cela près que, de surcroît, le calendrier qu'il a donné est illégal. Alors, par exemple, Marianne Coindet, qui est constitutionnaliste, professeure agrégée des facultés de droit public et qui enseigne notamment à l'université Panthéon-Sorbonne, a relevé qu'il faut déposer les déclarations de candidature en double exemplaire à la préfecture, au plus tard à 18h, le 4e vendredi précédent le jour du scrutin, et cela veut donc dire que les dates retenues par Macron sont fausses. Le 7 juillet est la date envisagée au plus tôt pour le dépôt des candidatures. Donc, la Constitution est inaliénable. En principe, la Constitution est violée à bras raccourcis et autres parties du corps, si je peux me permettre, depuis maintenant plusieurs années. Mais heureusement, on peut compter sur des braves et des incorruptibles comme Alain Houpert au Sénat pour veiller au fait que la Constitution soit respectée. Alors bien sûr, le fond de l'histoire, on le sait tous, c'est que Macron a comme agenda la destruction de la France au service d'intérêts étrangers, ceux qui pilotent le globalo-fascisme mondial. On nous fait croire que la France a un ennemi qui est la Russie, mais évidemment que c'est une entourloupe qui malheureusement marche étant donné la puissance de propagande des médias. Et donc, comme l'a conclu Alexis Poulain, en vrai, dimanche soir, c'est Ursula von der Leyen qui a gagné, on a tous perdu, et la dramatisation de Macron va entraîner la formation d'une Panzerkommission pour défendre nos valeurs en danger pour plus de guerre contre les peuples.
Alors, j'en viens maintenant au volet des questions qui fâchent. Et je vous ai préparé une petite liste de thèmes que je m'engage à traiter au cours des jours qui viennent, avec toutefois une question de calendrier. Étant donné l'importance de l'actualité et l'urgence de certains sujets, je vais probablement faire des allers-retours entre le traitement de thèmes de fond des questions qui fâchent et des questions plus d'actualité. Enfin voilà, demain, je m'attaquerai à la question: le SARS-CoV-2 est-il une arme biologique? Et quel est le rôle joué par l'oxyde de graphène dans les injections auxquelles on a soumis, contraint de manière parfaitement illégale et anticonstitutionnelle la population. Deuxième sujet, celui des chemtrails et de la bio-ingénierie, sommes nus actuellement sous l'influence de diffusion massive de produits chimiques visant à altérer notre organisme et notre santé et potentiellement influencer notre état d'esprit. J'aborderai ensuite la question du réchauffement climatique. On m'a des fois dit: vous niez le réchauffement climatique. Non, je ne nie pas le réchauffement climatique, je questionne sa gravité, son envergure et surtout le fait qu'il soit interdit d'en débattre. Ensuite, j'aborderai une question qui vous surprendra peut-être: la transidentité existe-t-elle? Parce qu'au fond, c'est l'objet de beaucoup de débats. On voit qu'il y a toute une propagande et une volonté d'imposer des repères transidentitaires qui bouleversent la donne sociologique à maints égards et même anthropologique. Et donc, je me pencherai sur cette question en tant qu'anthropologue. Ça pourra vous réserver des surprises. Je reviendrai sur la question d'Israël. Il faut y revenir. Je sais que c'est très controversé, quoi que je dise. Je me fais prendre à partie, mais la plupart des gens apprécient parce que j'essaye précisément d'avoir un regard intelligent et qui évite de tomber dans les plis partisans. Et je rappelle une fois de plus qu'un anthropologue n'est pas un partisan. Je ne prends pas parti pour ou contre quoi que ce soit. J'essaye d'apporter des perspectives qui font sens. Alors bien sûr, je suis anti-guerre et pro-paix. Je suis anti-torture et pro-respect de la dignité humaine. Je suis anti-bêtise et pro-intelligence. Oui, là vous pouvez me ranger dans un parti, mais si vous me faites dire que critiquer Israël, c'est être anti-israélien, eh ben non, désolé. Le fait que ce que fait Israël actuellement relève de la définition du génocide, eh bien non, ça ne fait pas moi un anti-israélien, ça fait de moi un anti-génocide israélien. Et puis, par ailleurs, je ne suis pas anti-palestinien parce que je critique férocement le Hamas et que je repère dans leur intention politique que tous les massacres qui ont lieu sont pour eux pain béni. Ils demandent même encore plus de victimes. Voilà, parce que c'est ça qui leur permet de faire avancer leur agenda et de se profiler comme les libérateurs du peuple palestinien, ce qu'ils ne sont évidemment d'aucune manière. Et puis je reviendrai, c'est tellement important, sur la question de l'opposition contrôlée, parce que croyez-moi, on voit et on entend énormément de choses à ce sujet, et la vraie opposition contrôlée n'est pas forcément là où l'on croit. Demain, je commence cette série. Aujourd'hui, en rappelant quelques repères liminaires. Et le premier, parce qu'il faut vraiment redescendre à la base, au fond des choses, c'est une question: comment savons-nous ce que nous savons? Ou plus exactement en termes épistémologiques, comment croyons-nous savoir ce que nous croyons savoir? Parce que quand tout d'un coup vous dites: oui, il y a de l'oxyde de graphène dans les injections et c'est en lien avec des ondes, comment est-ce que vous savez ça? Quand on vous dit l'hydroxychloroquine marche ou ne marche pas, comment est-ce que vous savez ça? Quand on vous dit Poutine a déclaré la guerre, comment est-ce que vous savez ça? Et en fait, on est obligé, si on ne veut pas rester juste complètement hypnotisé des doxas qui existent de part et d'autre, il y a aussi de nombreuses doxas dans la résistance, de vraiment nous interroger ou de revenir aux fondamentaux, qui est: comment me considérais-je en mesure de savoir quelque chose? Et en fait, dans l'espèce humaine, nous avons cette extraordinaire circulation entre trois pôles, qui sont d'un côté ce qu'on appellera la gnoséologie, c'est un terme un peu savant, je m'en excuse, qui est ce que je sais ou ce que je crois savoir. Alors ça va de je crois en la force de la gravitation, si je lâche un objet, a priori il tombe. Sauf si l'objet en question est plus léger que l'air, comme un ballon d'hélium, et à ce moment-là il va monter, mais ça reste une conséquence de la gravitation.
Jusqu'à des croyances, évidemment, beaucoup plus intimes. Moi, en tant qu'homme, je suis convaincu que les femmes sont comme ci ou comme ça existe aussi dans l'autre sens, et puis tout ce rayon intermédiaire des croyances partagées, et donc des choses dont nous sommes convaincus de bon droit. Alors, ce pôle, ce que je crois savoir, est en lien avec comment je sais. Comment est-ce que je sais que quelque chose est vrai? Par exemple, dans beaucoup de sociétés humaines, de culture, il est considéré que ce que vous rêvez est probablement une révélation, en tout cas peut l'être. Comme Saint Joseph, qui rêve que Hérode va faire massacrer les enfants en bas âge à Bethléem et qui prend la fuite avec Marie et l'enfant Jésus jusqu'en Égypte. Alors je vous le concède, il est très improbable que ça soit un événement historique. Encore que, qui sait? Mais c'est très probablement un événement symbolique, c'est-à-dire que les rédacteurs ont représenté une vérité par des faits qui étaient imagés, symboliques, d'ordre mythique. Mais toujours est-il que on voit dans le Nouveau Testament, mais aussi dans plein de peuplades, que si vous rêvez quelque chose ou un ancêtre vient vous donner une information, il y a de fortes chances que ça soit vrai. Bon, chez nous, ça serait un peu douteux. Imaginez Macron qui arrive sur un plateau télé. « J'ai rêvé la nuit passée que Brigitte me disait ou que... et ça m'a fait penser que... » Tout le monde éclaterait de rire. Donc, comment nous savons est en interaction avec ce que nous savons, ou ce que nous croyons savoir, mais le tout également en lien dynamique avec qui je suis et ce que je crois être. Si par exemple vous êtes un scientifique rationaliste à tendance scientiste, eh bien, cette configuration de votre personnalité vous empêchera peut-être d'ouvrir votre esprit à des théories un peu farfelues dans leur base, mais qui, si ça se trouve, peuvent être tout à fait vraies, alors que plein de choses auxquelles vous croyez, qui sont très rationnelles, dogmatiques et cartésiennes, ne le sont pas. Et de ce point de vue, je me permets de rappeler que la science est une démarche de connaissance particulière parmi de nombreuses autres. Et c'est là où, en ce qui me concerne, à la suite de Michel Maffezoli et d'autres, je ne me considère pas comme un scientifique. Je fais un travail qui a des caractéristiques scientifiques à bien des égards. Je suis une des personnes qui sait vraiment bien lire la science, désolé de le rappeler dans le domaine médical, mais ma compétence disciplinaire relève plutôt d'un champ de connaissances. Et je préfère parce qu'au fond, la science n'est qu'un segment du champ de la connaissance. Après, notre manière de nous orienter dans le monde et de comprendre ce qu'il y a à comprendre va dépendre aussi de comment nous nous définissons nous-mêmes à nos propres yeux ou aux yeux des autres. Alors pourquoi est-ce que je rappelle ça? Parce que dans toutes les questions que nous allons aborder, se pose une question de sur quoi nous basons-nous pour penser qu'il y a de l'oxyde de graphène et que ça permet d'envoyer des ondes, ou de considérer que c'est totalement faux et que c'est une élucubration. Vous voyez, il faut bien qu'on s'appuie sur quelque chose. Alors, on est dans une époque où on a vu toutes les dérives. Je le rappelle au passage, ça ne me dérange pas une seconde qu'on questionne ou qu'on s'en prenne au professeur Raoult. Je n'ai pas d'allégeance envers quiconque, je n'adule personne. Si le professeur Raoult a dit des choses qui sont fausses par rapport à l'injection, par rapport à l'origine du virus, eh bien, il est tout à fait normal de le questionner par rapport à ça. Par contre, il y a eu un harcèlement systématique, totalitaire et en meute du professeur Raoult. Pourquoi? Parce qu'il rappelait l'importance de soigner les gens et la démarche empirique sur laquelle se fonde la médecine. Et vous avez vu des gens qui, par ailleurs, sont tout à fait crédibles dans leur domaine, comme Étienne Klein. Alors, je ne connais pas ce monsieur, il est lui-même physicien, il se présente comme un philosophe des sciences, mais il a fait un travail de propagande au service de la doxa qui est choquant sur le plan de l'épistémologie. Il est venu sur des plateaux faire des amalgames où on peut penser également au prix Nobel de physique, Alain Aspect. Je rappelle que l'expérimentation qu'il a conçue a apporté une réponse définitive au paradoxe Einstein-Podolsky-Rosen, pour ceux qui connaissent la physique, sur la non-localité de l'information. C'est phénoménal, la contribution d'Alain Aspect au champ de la physique. Il a été récompensé du prix Nobel, et là-dessus, il se dit atterré par le comportement de Didier Raoult, jugeant qu'il versait dans le complotisme. Mais attendez, Alain Aspect ne connaît rien à la médecine. Peut-être ignore-t-il aussi que la médecine n'est pas une science. Il ne connaît rien au travail de Didier Raoult. Il n'a pas suivi les leçons de science, comme l'ont appelé Christophe de Brouwers, qui est un ancien responsable de l'école de santé publique à l'Université libre de Bruxelles, tellement c'était intelligent et bien foutu. Donc tout d'un coup, vous avez ce Alain Aspect,
qui brille dans son domaine, qui porte des jugements sur Didier Raoult qui n'ont rien à voir avec la réalité, qui montrent simplement que même si vous êtes prix Nobel et excellent dans votre domaine, vous pouvez être intoxiqué par la doxa et l'ingénierie sociale comme n'importe qui. Et ça pose un énorme problème, parce que si des scientifiques de ce niveau ne sont pas foutus de garder l'esprit clair et de pouvoir pondérer les choses pour voir, en l'occurrence, ça a été démontré par plus de 400 études, que le traitement précoce recommandé par Marseille a une efficacité indiscutable, comme la vitamine D d'ailleurs, à ce moment-là, on ne sait plus à quel saint se vouer, et accessoirement, c'est le but de toute l'opération. Alors, dans ces différentes vidéos sur les questions qui fâchent, je rappellerai ce qu'est une démarche de compréhension, et déjà que nous devons nous interdire en tant que penseurs ou scientifiques le fait d'avoir des certitudes. La certitude est anti-scientifique. Vous devez croire à la science, c'est anti-scientifique. Parce que l'autorité de l'OMS le dit, vous devez y croire, c'est anti-scientifique. C'est de la science, L'' A privatif science, ça n'est pas comme ça que ça marche. Et donc au cœur de la démarche de connaissance, il y a l'incertitude. Nous pouvons être convaincus de bon droit et avec des bons arguments de quelque chose à un moment donné, mais à un moment donné, nous pouvons découvrir que tout ce que nous croyons, entre guillemets, est faux, parce qu'il y a un principe cardinal qui en fait est le repère distinctif de la science, qui est le critère de réfutabilité. Si une théorie est juste, elle doit pouvoir être réfutée. Si de nouveaux éléments convaincants apportent une contradiction, peut-être qu'il n'y en aura jamais, mais dans son principe, ce qui relève de la science est réfutable. Et donc, par rapport à une question de recherche, j'ai envie de dire, il est de notre sort d'évaluer, plutôt déjà de poser les différentes hypothèses explicatives qui seraient susceptibles d'expliquer le résultat de l'expérience ou de l'observation, et puis après de les pondérer en fonction de leur probabilité, plausibilité, mais en sachant qu'une hypothèse peut avoir l'air très probable et in fine être fausse, et qu'une hypothèse peut donner l'impression d'avoir une probabilité marginale et in fine être juste. Et puis on a un principe de parcimonie qui fait que c'est l'explication qui rend le mieux compte de ce qu'on observe de la manière la plus simple, si vous voulez, qui a priori requiert notre préférence. Et donc je me permets déjà d'une annonce, c'est que vous allez être déçus. Et oui, vous allez être déçus. Je ne me suis pas aventuré dans ces différents domaines parce que je ne les maîtrise pas. Les virus existent-ils ou non, j'en parlerai également. Je ne suis pas qualifié pour porter un jugement. Je peux écouter ce que disent les uns et les autres et faire des pondérations. Mais in fine, sur les questions qu'on pose, la vérité c'est que personne n'en sait rien. Y a-t-il un réchauffement climatique ? Oui, on l'observe depuis quelques années, mais même là, on peut apporter des contre-arguments. Est-ce qu'il va durer ? Personne n'en sait rien. Est-ce que les modélisations du GIEC tiennent la route ? Non. Aucune modélisation de cet ordre ne tient la route. Donc vous voyez, la vérité cruelle, nue, c'est que personne n'en sait rien. Donc pourquoi est-ce que vous voulez que Jean-Dominique Michel, anthropologue de la santé, vienne dire l'oxyde de graphène ceci ou le réchauffement climatique cela ? Maintenant, je ne vais pas me défiler. Je vais aborder ces questions, mais en essayant de présenter de la manière la plus honnête et intègre possible qu'est-ce qu'il est possible de savoir, qu'est-ce que nous ignorons, qu'est-ce qu'il est possible que cela existe, mais sans que nous en ayons encore la confirmation, et puis qu'est-ce qui paraît, franchement, c'est pas impossible, mais il y a peu d'éléments qui plaident en faveur de cette hypothèse à un moment donné. À demain. Merci.